Antibes est une commune française de l'aire urbaine de Nice située dans le département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Antibois et Antiboises. Antibes est en 2017 la troisième ville la plus peuplée du département, après Nice et Cannes. Cette ville est connue pour sa chaleur, pour ses plages et ses restaurants. Sa population la place en troisième position du département des Alpes-Maritimes. La ville se situe au nord du cap d'Antibes, avec une façade maritime tournée vers la baie des Anges, et Nice bien visible à l'est. L'est du cap offre des plages de sable, appelées la Garoupe, puis plus proche centre-ville, la Salie, le Ponteil, et enfin la plage de la Gravette, nichée au pied des remparts. Au-delà du fort Carré, s'étend jusqu'à Villeneuve-Loubet, la plage de Galets du Fort. À l'ouest de ce cap, Juan-les-Pins, station balnéaire rattachée administrativement à Antibes, offre des plages de sable blond orientées plein sud et une vue sur les îles de l'Airain. Ce quartier balnéaire s'articule sur les plages et le port de Golfe-Juan. La Brague se jette dans la Méditerranée sur le territoire de la commune d'Antibes. Antibes a donné son nom antique, Antipolis, à une importante zone d'activité, Sophia Antipolis, située dans ses environs, principalement sur la commune de Valbonne, où sont regroupées des entreprises de recherche et développement dans le domaine des nouvelles technologies. Toponymie. D'après les travaux anciens, Antibes aurait été fondée au IVe ou au Ve siècle avant Jésus-Christ, par des Phocéens de Marseille, lesquels, selon le géographe Victor-Adolphe Maltebrun, lui auraient donné son nom, Antipolis, la ville d'en face en langue grecque, en raison de sa situation sur la côte en face de Nice. Cette interprétation est erronée dans la mesure où Antipolis a été fondée avant Nicaïa. D'après Paul Méjean, qui s'appuie sur les textes du IIe siècle, de Simno de Chios, et de Silla, ce nom signifierait « ville sur la côte en face de la Corse », les Phocéens étant censés avoir emprunté une voie maritime passant par la Corse pour parvenir sur le littoral provençal. Cette hypothèse ne semble pas plus vraisemblable que la précédente. Le nom de la ville est Antibole en occitan, Antibo, selon la norme mistralienne, et son gentilé est Antibolenc, Antiboulan, selon la norme mistralienne. Histoire. Des traces d'occupation remontant au premier âge du fer ont été identifiées dans les secteurs du château et de la cathédrale. Sous la chapelle Saint-Esprit ont été mis au jour les restes d'habitats en terre crue. Le rocher d'Antibes semble indéniablement être à cette période le siège d'une communauté indigène entretenant des liens avec les populations méditerranéennes, notamment les Étrusques, comme le montre la présence de nombreuses amphores et de l'épave de la Love au large d'Antibes. Cependant, c'est avec le monde grec, par l'intermédiaire des Phocéens de Marseille, que les échanges restent les plus importants. Les recherches actuelles semblent montrer que la fondation d'Antipolis est relativement tardive. Elle s'inscrit dans le contexte du redéploiement colonial de Marseille, à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui cherche à assurer ses routes commerciales le long des côtes en installant des places fortes, comme Olbia ailleurs, ou des comptoirs, comme Antipolis et un peu plus tard Nicaïa, Nice. Lors de l'extension de la ZAC du Bas-Lauvert, une fouille préventive a été menée, non loin du cœur de l'antique agglomération d'Antipolis où on a découvert un établissement agricole romain daté du 1er siècle avant notre ère. L'emplacement exact de la ville grecque est mal connu. Compte tenu des pratiques coloniales grecques, il est probable qu'elle ait été implantée au pied du rocher d'Antibes, sous la vieille ville actuelle. Des traces d'occupation d'époque hellénistique ont été identifiées autour du château et de l'église paroissiale, ancienne cathédrale, rue du Bateau, sous le cours Masséna et dans le jardin du presbytère, rue de la République notamment. Le mobilier mis au jour durant toutes ces fouilles montre la prépondérance de produits importés de la région de Marseille, associés à des céramiques campaniennes et des céramiques indigènes. Au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, les tribus ligures de la région, les Décéates et les Oxybiens, lancent des attaques répétées contre Antipolis et Nicaïa. Les Grecs de Marseille font appel à Rome, comme ils l'avaient déjà fait quelques années plus tôt contre la Fédération des Saliennes. En 154 avant Jésus-Christ, le consul Quintus Opimius défait les Décéates et les Oxybiens et prend Aegitna, oppidum des Décéates.
Malgré toutes les hypothèses émises depuis plus d'un siècle par les érudits locaux, on ne connaît ni le lieu de la bataille de 154 avant Jésus-Christ ni le site d'Aegitna. Les territoires, conquis par les Romains sur les populations indigènes sont donnés aux Phocéens et administrés par l'intermédiaire de ces colonies, Antipolis et Nicaïa jusqu'en 49 avant Jésus-Christ. En effet, Marseille ayant pris le parti de Pompée, César victorieux lui enlève ses colonies. À la suite de la prise de Marseille, Antipolis, à la différence de Nicaïa, est détaché de sa métropole, Marseille. Sous l'administration de Lépide, Antipolis accède au statut de communauté autonome, probablement dès 43 avant Jésus-Christ, puis, un peu plus tard sous Lépide ou Auguste, à celui de cité, civitas, de droit latin et est intégré à la province de Gaule narbonnaise. De minuscules monnaies de bronze sont émises à Antibes au nom de Lépide. Elles présentent sur une face la tête d'Athéna et au revers une allégorie de la victoire avec les légendes Lepi pour Lépide, et Ant, ou Anti, pour Antipolis. L'octroi du droit latin à Antipolis signifie l'accès des élites ou des notables locaux chargés de l'administration de la cité à la citoyenneté romaine quelle que soit leur origine, grecque de Marseille ou indigène celte ou ligure. S'y agrège en outre une part de citoyens italiens ou originaires d'autres provinces. L'épigraphie rend compte d'une rapide imposition du latin comme langue officielle dans le territoire d'Antipolis dès l'époque d'Auguste. La quasi-totalité des noms de personnes et de divinités gravés dans la pierre sont de consonance latine. Ceci ne signifie pas le remplacement des Grecs et des indigènes par des Italiens ou des Romains, mais la fusion des populations et l'adoption de noms latins et de la culture romaine. On connaît tout aussi mal la ville romaine que la ville grecque en l'absence de travaux de grande ampleur. On peut toutefois envisager une extension un peu plus importante qu'à l'époque hellénistique et à peu près équivalente à celle de la ville moderne. En effet, lors de la destruction de l'enceinte Vauban à la fin du XIXe siècle, on a découvert des sépultures du 1er siècle au niveau du bastion Saint-André et de la rampe des Saleurs, des sépultures du 2e siècle au 5e siècle depuis la rive occidentale du port et autour de la chapelle Saint-Roch jusqu'au Fort Carré, depuis la gare jusqu'au Châtaignier. L'extension des nécropoles donne, en négatif, les limites de l'urbanisation antique d'Antipolis. Elle montre, en outre, la vitalité de la cité jusqu'au 5e siècle, au plus tôt. La rade d'Antibes a attiré les Grecs au 5e siècle avant Jésus-Christ. Entre le site actuel du Fort Carré et le site de la vieille ville, le littoral antique a été modifié, sous l'effet de l'action du Var, de la Brague et des courants côtiers. Il subsistait, à côté de la chapelle Saint-Roch, un monument maçonné antique appelé Table Saint-Roch dont les recherches sous-marines ont montré qu'il était placé à côté d'éléments d'un quai romain. Il était mis dans l'axe du chenal d'entrée du port. Les céramiques trouvées au cours des recherches, faites en 1970 ont permis de dater les constructions du IIe siècle. Antipolis se pare de tous les monuments constitutifs d'une ville de l'époque romaine. La cité est alimentée en eau par 2 aqueducs. L'aqueduc de Fonvielle prend sa source à Billotte et longe le littoral en contrebas de la route nationale 7, le terre-plein de la voie de chemin de fer au niveau du Fort Carré. On peut encore en voir un tronçon conservé dans une résidence au fond de l'anse Saint-Roch. Il a été retrouvé et restauré au XVIIIe siècle par le chevalier d'Aiguillon pour alimenter la ville moderne en eau. L'aqueduc dit de la Buyide ou des Clozones prend sa source dans la commune de Valbonne. Des vestiges monumentaux de pont-aqueduc se trouvent au quartier du Fugiret dans la forêt de la Valmasque et dans la commune de Valory. Il débouche vraisemblablement rue de la République. Il devait notamment alimenter la fontaine romaine du jardin du presbytère. Les travaux récents ont montré des parallèles avec l'aqueduc de Fréjus. Comme la plupart des villes romaines, Antipolis possédait les indispensables bâtiments de spectacles et divertissements. Un théâtre romain est attesté par la stèle funéraire de l'enfant Septentrion. L'inscription indique, de façon explicite, qu'il dansa et fut très apprécié sur la scène du théâtre d'Antipolis. Le théâtre était situé, comme l'amphithéâtre, entre la rue de la République et la rue de Fersen, près de la porte royale. Le mur de fond étant sensiblement positionné à côté de la rue Fourmilière. Un mur rayonnant des gradins a été trouvé, du côté droit de la gare des autobus. Un plan du théâtre, dressé dans la seconde moitié du XVe siècle est conservé dans la Bibliothèque nationale marciana de Venise.
Les restes de l'amphithéâtre étaient encore visibles la fin du XVIIe siècle lors de la restructuration des fortifications de la ville d'Antibes. Des tracés font apparaître des ovals concentriques pouvant être des restes de l'amphithéâtre. Ils étaient encore visibles dans de nombreux plans du XVIIe siècle, et dans le plan cadastral d'Antibes du début du XIXe siècle. Ces restes sont aujourd'hui recouverts par le collège de Fersen. Quelques fouilles dans la vieille ville ont permis la mise au jour de structures d'habitat bien conservées et montrant un certain luxe. Parmi elles, les plus monumentales sont celles du jardin du presbytère de la rue Clémenceau. Celle-ci montre un plan comparable à celui des domus gallo-romaines telles que celle de Saint-Romain en Galles. De vastes pièces au sol de mosaïque s'organisent autour d'une cour intérieure possédant une fontaine de marbre. L'ensemble du mobilier permet une datation de la fin du IIIe siècle, bien qu'un état de la fin de l'époque hellénistique ou de la fin de la République romaine ait été identifié. Une autre demeure pavée de porphyre et de pierre verte semble aussi avoir été fouillée rue des Palmiers et rue de la Blanchérie. Le mobilier conservé au musée d'archéologie d'Antibes semble indiquer une occupation principale entre l'époque d'Auguste et le IVe siècle pour la première, et du IIe siècle au IVe siècle pour la seconde. On doit noter que le mobilier de la fin de l'époque hellénistique ou de la fin de la République romaine est présent sur les deux sites. Antibes fut le siège d'un évêché depuis le Ve siècle jusqu'en 1244, date à laquelle le siège épiscopal fut transféré à Grasse. Les fouilles sous la chapelle Saint-Esprit ont permis d'identifier une église paléochrétienne remontant au Ve siècle. D'après la croyance populaire, la cathédrale d'Antibes a été construite sur les fondations d'un temple consacré à Diane et à Minerve. Le premier évêque a été saint Armentaire, nommé par le pape saint Léon le Grand, en 442. Il a construit la première cathédrale qu'il a consacrée à la Vierge Marie. Elle semble avoir subi de nombreux remaniements jusqu'à l'époque carolingienne. La cathédrale a été reconstruite en 1124 après les incursions barbaresques. Le bâtiment actuel a été totalement reconstruit au XVIe siècle, puis en 1746, après le bombardement de la ville pendant la guerre de succession d'Autriche. Louis XV a financé la construction de la façade, qui a été modifiée au XIXe siècle. C'est du Bas-Empire que l'on date habituellement la muraille qui sépare le sommet du rocher d'Antibes du reste de la vieille ville, ainsi que la porte encadrée de deux tours cour Masséna, la porte de l'Orme. On ne peut pour autant conclure à une contraction de l'habitat urbain. En effet, les différentes fouilles dans la vieille ville ont livré d'importantes quantités de mobilier de l'Antiquité tardive. C'est notamment le cas de la domus du jardin du presbytère de la rue Clémenceau qui semble occupée jusqu'au Ve siècle, au plus tôt, ainsi que celle de la rue des Palmiers, et de la rue de la Blanchérie. Malgré la présence de quelques sépultures tardives isolées mises au jour dans le centre-ville, près du cours Masséna ou dans le jardin du presbytère, l'espace sépulcral privilégié autour du port continue de s'étendre autour de la chapelle Saint-Roch, comme l'ont montré les fouilles des années 1950. La présence de caveaux riches en mobilier et d'une sépulture contenant un coutelas autour de la cathédrale est à mettre en relation avec les pratiques funéraires paléochrétiennes. Les morts ne sont plus rejetés hors du monde des vivants, mais enterrés au plus près des lieux sacrés autour desquels se regroupe aussi l'habitat. On connaît assez peu de choses sur l'économie d'Antipolis durant l'époque grecque. La fondation de cette agglomération a certainement eu plus de raisons militaires, protéger les routes commerciales de Marseille, que coloniales. Il n'empêche qu'Antipolis a pu jouer un rôle certain dans la diffusion des productions des Grecs de Marseille ou des produits transportés par leurs navires. Cette fonction commerciale semble d'ailleurs précéder la fondation même d'Antipolis. En effet, les différentes fouilles effectuées dans les secteurs du château Grimaldi, de la chapelle Saint-Esprit et de la cathédrale, dans des contextes indigènes, ont livré la plus importante collection de céramique importée du VIe siècle avant Jésus-Christ, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, de la région, amphores étrusques, amphores de Marseille, céramique grecque archaïque, céramique attique. Ces produits se retrouvent dans des quantités extrêmement faibles sur les autres sites indigènes. Des dragages effectués dans l'anse Saint-Roch dans les années 1960 et lors de la construction du port Vauban dans les années 1980 ont permis de vérifier la présence de plusieurs épaves et dépotoirs sous-marins. Ceci montre une activité intense depuis l'époque grecque jusqu'à l'Antiquité tardive. Les importations de cette dernière période sont particulièrement importantes,
comme le montrent les collections conservées au musée d'archéologie d'Antibes. Elles sont essentiellement représentées par des amphores, des céramiques sigillées claires et des céramiques communes provenant de l'Afrique romaine. Pline cite Antipolis comme l'un des lieux de production de sommeuses réputés de l'Empire. On pêche les maquereaux, uniquement pour la fabrication du garum, lorsqu'ils arrivent du large en Maurétanie, et à Cardéia de Bétic-Gadai. Sont également réputés pour leur garum clasomène, Pompéi et Leptis, de même qu'Antibes et Thurii, pour leur sommieux, ainsi que désormais la Dalmatie. Des amphores portant des inscriptions attestant l'origine d'une sommie antipolitaine et la qualité du produit sont conservées à Londres. Cette industrie semble avoir laissé des traces archéologiques dans le sous-sol d'Antibes. Dans les années 1960 à 1970, on pouvait encore noter la présence de structures au fond de l'anse Saint-Roch, interprétées comme des bassins de macération des poissons. Rue d'Aguillon, on a pu observer une série de cuves, qui paraissent appartenir à une importante conserverie. Des parallèles ont pu être établis avec les conserveries ou ateliers d'Afrique du Nord. Pour remercier les participants à la lutte contre les Sarrasins, le comte de Provence a partagé les fiefs conquis entre eux. Rodoard a reçu la moitié du diocèse d'Antibes, vers 960. Il est le fondateur de la Maison de Grasse. En 993, il est qualifié de comte d'Antibes. Jusqu'autour de 1100, l'évêché d'Antibes est tenu par un membre de la famille de Grasse. Vers 1100, Manfroi Grimaldi est élu évêque d'Antibes, ce qui va créer un conflit entre les deux pouvoirs. En 1124, la cathédrale d'Antibes est incendiée par les Sarrasins, obligeant l'évêque à se réfugier à Grasse. Le comte de Provence Raymond Béranger fit un don important pour reconstruire la cathédrale. Entre 1155 et 1181, les évêques d'Antibes ont obtenu, avec l'accord du comte de Provence Raymond Béranger III ou IV, la suzeraineté sur tous les biens tenus par la famille de Grasse. Les deux tours d'Antibes, tour refuge qui sert de clocher et tour du château, ont été construites vers 1213. La branche aînée de la famille de Grasse est restée co-seigneur d'Antibes jusqu'à l'achat de ce qu'elle possédait à Antibes, par l'évêque d'Antibes Bertrand d'Aix. Restée fidèle au comte de Provence en 1388, la maison de Grasse a perdu les biens qu'elle possédait dans le comté de Nice. Bertrand d'Aix, évêque d'Antibes entre 1217 et 1244, année de fin incertaine, acheta tous les biens que la maison de Grasse possédait encore à Antibes. Il se fait céder ensuite la seigneurie par les comtes de Provence pour 30 000 sols raymondins, en 1238. C'est le 19 juillet 1244 que l'évêché d'Antibes est transféré à Grasse à cause des incursions des pirates. Les évêques de Grasse ont conservé les juridictions spirituelles et temporelles jusqu'à l'époque du pape d'Avignon Clément VII. Le pape d'Avignon s'est emparé de la ville d'Antibes pour punir l'évêque de Grasse, Thomas de Guérande, de s'être prononcé en faveur du pape Urbain VI. Arrivent les Grimaldi, famille génoise alliée des Angevins et qui était de ce fait très présente en Provence orientale. Parmi ceux-ci, Luc et Marc Grimaldi, fils d'Antoine. Le pape d'Avignon Clément VII en a confié le gouvernement, le 26 mai 1384, à Marc et Luc de Grimaldi, de Gênes. Le 26 janvier 1385, Clément VII donna la seigneurie d'Antibes à Antoniotto Adorno, doge de Gênes, pour le récompenser de services et à condition qu'il la tienne pour le pape et ne reconnaisse pas Urbain VI. Mais n'ayant pas tenu cette dernière condition, Clément VII lui retire Antibes et la donne à la Chambre apostolique en novembre 1385. Luc et Marc Grimaldi prêtèrent 5000 florins d'or de la monnaie de Gênes à la Chambre apostolique. Le pape leur assigna les revenus de la seigneurie d'Antibes jusqu'au remboursement, en novembre 1386. Marie de Blois a confirmé cette cession par lettre patente, le 31 décembre 1386, Clément VII ayant eu à 3 reprises 5000 florins. N'ayant pu rembourser ses fonds le pape d'Avignon, les frères Grimaldi reçurent le fief d'Antibes, le plus beau port de la région. Jacques Graillerie, élu évêque de Grasse mais ayant pris le parti d'Urbain VI, Marie de Blois le déclara déchu de ses droits sur la ville d'Antibes en janvier 1392. Louis II d'Anjou confirma par lettre patente le 13 novembre 1399 l'engagement de Clément VII de la ville d'Antibes à Marc et Luc de Grimaldi et des privilèges accordés par les reines Jeanne et Marie.
Le pape Jean XXIII confirma par une bulle le 20 octobre 1413 l'accord passé avec Clément VII. Il permit aux Grimaldi d'élire un ecclésiastique ayant la même juridiction dans la ville que l'évêque de Grasse. Les évêques de Grasse protestèrent contre cette usurpation de leurs droits d'abord avec succès, mais le pape Eugène IV cassa la sentence le 3 décembre 1439, sous la réserve que les seigneurs d'Antibes paient chaque année 50 ducats d'or à l'évêque de Grasse. La reine Jeanne Ier de Naples, comtesse de Provence, n'ayant pas eu d'enfant, choisit successivement comme héritier Charles de Duras puis Louis Ier d'Anjou. Après la mort de la reine Jeanne, tuée en 1381 par Charles de Duras, le conflit entre les héritiers va entraîner une scission du comté de Provence. L'ambition de la famille Grimaldi de Béhueil va les rapprocher de Ladislas d'Anjou-Durazzo, qui nomme Jean Grimaldi de Béhueil sénéchal de Provence en 1387. Ce dernier, avec son frère Ludovic, va négocier avec Amédée VII, comte de Savoie, la dédition de Nice en 1388. La partie à l'ouest du Var reconnaît en 1387 Louis II d'Anjou comme comte de Provence. Après le renouvellement de l'hommage de Nice au comte de Savoie, en 1391, une frontière s'est mise en place le long du Var séparant le comté de Provence des nouvelles terres de Provence qui ne s'appellent pas encore comté de Nice. Par testament Charles V d'Anjou, comte de Provence depuis la mort de René d'Anjou, sans héritier direct, donne le comté de Provence au roi de France Louis XI, qui en prend possession en 1482. Sur la mer Méditerranée, la frontière du royaume de France est alors déplacée le long du Var. Antibes devient une ville frontière du royaume et va en suivre les péripéties militaires. Au XVIe siècle, l'affrontement entre les rois de France, à partir de François Ier, et les Habsbourg va amener l'envahissement de la Provence. Sous François Ier, elle est envahie à 2 reprises par les troupes de Charles Quint, en 1524 et en 1536. La faiblesse des défenses va nécessiter de développer les fortifications de la ville, avec la construction du fort Carré. Pendant les guerres de religion en Provence, le duc de Savoie Charles-Emmanuel Ier l'envahit, avec l'appui des ligueurs du Parlement d'Aix, entre le 14 septembre 1590 et le 30 mars 1592. Puis Henri IV entreprit de fortifier la ville. À partir de 1603 les remparts bastonnés de la ville ont été construits sur les plans des ingénieurs du roi en Provence de la famille de Bonnefond, Raymond, mort en 1607, puis son fils Jean, enfin son petit-fils Pierre. Henri IV a racheté la ville en 1608 aux Grimaldi d'Antibes pour le prix de 250 000 florins. Le premier président du Parlement d'Aix, Guillaume du Vair en prit possession pour le roi. Les Grimaldi s'installèrent alors au château de Cagnes jusqu'à la Révolution française. Cette branche est aujourd'hui éteinte. Cependant un rameau collatéral, les Grimaldi de Puget, lui survit. En 1648 commencent les travaux de construction de la jetée et du chenal du Vieux-Port. Ils sont complétés par la construction du bastion du port du côté est en 1652. En 1681, à la suite d'une proposition d'Antoine, de Niquet, Vauban, à la demande de Colbert, fait des propositions pour l'entretien du port qui s'ensable. Vauban visite les places fortes de Provence en 1682. En 1690 des travaux sont commandés pour la réfection de la tour de surveillance de la côte qui se trouve à Notre-Dame de la Garde au Cap d'Antibes. Vauban est de nouveau à Antibes en 1693 où il étudie avec Niquet un projet d'amélioration des fortifications. En 1703, Vauban fait un dernier projet de fortification pour Antibes reliant les remparts de la ville au fort Carré, projet non exécuté. La juridiction épiscopale a été rendue à l'évêque de Grasse par arrêt du Conseil du 11 octobre 1732. Le vicaire apostolique a été supprimé. Louis d'Aiguillon restaure en 1784 l'aqueduc romain de Fontvieille pour alimenter la ville en eau. Le 1er mars 1815, Napoléon Ier quitte l'île d'Elbe où il était en exil et doit débarquer à Golfe-Juan, devant le refus d'Antibes de le laisser accoster. Il espère que la garnison d'Antibes va se soulever contre Louis XVIII. Il envoie alors quelques hommes menés par le capitaine Lamouret pour aider les Antibois au soulèvement. Mais ceux-ci restent fidèles à leur roi, arrêtent l'avant-garde et l'emprisonnant dans la chapelle Saint-Esprit et dans les anciennes loges maçonniques rue des Casemates.
Cette fidélité vaudra à Antibes que le roi Louis XVIII lui rende son statut de bonne ville en 1821, fidélité qui est rappelée sur son blason, et Fidei Servanda Exemplum 1815. D'après le géographe Victor Adolphe Maltbrun, la fin du XIXe siècle, la ville était peuplée de 6752 habitants. L'économie était principalement agricole, jardins, vignes, vergers, en premier lieu, tournée vers la culture du tabac, mais aussi de l'olivier, du mûrier, pour la soie, de l'oranger, et des fleurs et plantes odoriférantes. Les activités commerciales concernaient le bois, le textile, les poissons salés, les vins, la parfumerie, l'huile d'olive, les oranges, les fruits. Il citait quelques rares activités industrielles comme la production d'huile d'olive, la distillerie d'essence de fleurs, la fabrication de vermicelles et de pâtes alimentaires, la céramique, les salaisons et les articles de marine. Le port recevait annuellement de 50 à 60 navires, et son cabotage était de 150 à 200 navires, jaugeant 7000 à 8500 tonnes d'eau. Le port a reçu pendant un temps des pétroliers qui accostaient au bout de la jetée du vieux port, après le chantier naval. Le carburant était transporté par un oléoduc longeant l'anse Saint-Roch jusqu'aux citernes situées entre la route et la voie ferrée, en face du fort Carré dans un espace appelé d'ailleurs encore aujourd'hui la ZAC des pétroliers. Le démantèlement des fortifications d'Antibes commença au cours du XIXe siècle, parallèlement à une urbanisation croissante en direction de l'intérieur des terres et du cap d'Antibes. Dans le même temps se créait, en 1882, la station balnéaire de Juan-les-Pins. Antibes reste toutefois une ville de garnison. En 1906, elle accueille encore le 112e régiment d'infanterie, et le 7e bataillon de chasseurs alpins. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le fort Carré est servi de centre de rassemblement des étrangers. Ces dernières décennies, Antibes a connu une nouvelle dynamique de développement grâce à l'implantation, à proximité de la technopole de Sophia Antipolis.